Bonsoir à tous, j'adore cette énergie, elle est incroyable. Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui nous regardez depuis chez vous et surtout bonsoir à mon incroyable public en folie. Bonsoir. Je suis Brigitte Oussou pour votre rendez-vous culturel qui met en lumière les talents, mais pas n'importe quel talent, les talents bien entendu béninois. Et pour ceci, bien entendu, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de mes deux complices, l'élégante, la charmante et la distinguée Edwige, s'il vous plaît. Merci! Merci, charmant public. Merci à vous qui nous suivez depuis vos petits écrans. Eh bien, c'est le rendez-vous incontournable et le guichet est... fermé! Et bien sûr, Charlandi, bonsoir. Accueillons-le correctement. Bonsoir Brigitte, bonsoir adorables téléspectateurs et merci de nous retrouver ici même dans Guichet Fermé avec ce public en feu. Mes chers amis, préparez-vous à une soirée encore exceptionnelle comme tous les samedis. Elle sera riche en découvertes et en émotions. Et pour cette nouvelle émission à guichet fermé, mesdames, messieurs, ce soir nous avons l'honneur d'accueillir une chef inspirante, une ambassadrice de la gastronomie africaine, une figure montante, plus que montante, dans le monde, pas qu'au Bénin, dans le monde culinaire. Et depuis plusieurs années, elle se distingue par son engagement à revaloriser les saveurs africaines, mais surtout béninoises. Oui, je suis chauvine et je l'assume, clairement, à travers des recettes modernes, créatives, fusion, tout en mettant en avant nos produits locaux. C'est ce qui fait sa touche assez exceptionnelle. Aujourd'hui, elle est à la tête de projets culinaires qui font rayonner la culture gastronomique africaine, non seulement en Afrique, mais à travers le monde entier. Elle incarne la passion, l'innovation, l'authenticité en alliant son amour à la cuisine traditionnelle et sa vision moderne de la gastronomie. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir comme il se doit la chef Georgiana View, s'il vous plaît. Ma chère Georgiana. Quel accueil! Merci. On a la vie qu'on mérite, ma chère. Comment vas-tu? Très très bien, je suis ravie d'être là. Merci pour cette invitation. J'ai hâte de découvrir tout ce programme très alléchant. En tout cas, on est vraiment heureux de t'avoir parmi nous dans l'émission à guichet fermé, le rendez-vous incontournable de tous les samedis. Il est jeune, mais il est brillant. Ce soir, on a l'immense honneur d'accueillir sur notre plateau un artiste, humoriste, passionné, talentueux, une figure de la comédie béninoise. Par son travail acharné, il cesse de nous impressionner, il cesse de nous faire rire. Oui, la joie. Merci pour ce que vous faites. Il nous ramène aussi de l'émotion et beaucoup d'humour. Chers amis, préparez-vous à découvrir l'univers de ce comédien exceptionnel. Aidez-moi à accueillir Samuel Sabin, s'il vous plaît. Bonsoir Samuel. Oui, bonsoir madame. Et on dirait déjà que je suis... Déjà sur scène. Ouais, parce que ce public qui est tellement chaud avec... C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ils sont beaux, ils sont souriants, ils ont déjà envie, on le sent et on aime ça. Ils dégagent de l'énergie. Non, c'est beau. Et d'ailleurs, on a les mêmes dents. Vous voyez, déjà, on a déjà des points communs. Oh là là. En tout cas, Georgiana, Samuel, merci. Vous êtes nos invités ce jour à guichet fermé pour votre rendez-vous hebdomadaire. En fin d'émission, nous serons aussi en duplex avec Simon Monteroux, réalisateur, qui va nous plonger dans l'univers captivant de son film Ni chaîne ni maître. D'ailleurs, tout de suite, voici la bande-annonce, s'il vous plaît, qui promet de bouleverser les codes et de nous emmener dans des aventures assez intenses. Bande-annonce, s'il vous plaît. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rondis, il aura la troisième règle. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? I'm gonna my gun. Je cherche ma fille.
Chers invités, est-ce que vous connaissez le réalisateur Simon Montero? Ou en avez-vous entendu parler, Georgiana, Samuel? Une découverte? Non, pas encore. Pas encore, ben très bien. Alors Georgiana? moi, forcément, j'en ai entendu parler. Ah. On s'est retrouvés même sur un vol qui arrivait à Cotonou. On a un peu échangé. Je trouve ça incroyable ce qu'il a fait. J'ai pas encore eu l'occasion de voir le film, je regrette, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, cette bande-annonce nous donne plus que envie. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, allez-y. Pour ceux qui l'ont déjà vu, on en discutera encore tout à l'heure. Et il a beaucoup d'informations à nous donner sur l'envers du décor, car ça a été un film réalisé avec beaucoup d'énergie, donc on va en savoir un peu plus. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le Pass Culture. Alors, dans le Pass Culture, on parlera FINAP, je l'avais dit. On a parlé de Talk Bar dans les éditions passées, des stands qu'il faut aller s'arracher pour pouvoir faire les expositions et présenter le Bénin à travers l'artisanat. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plutôt de quelques programmations. Et là, on y va. On y est, la 3e édition du Festival international des arts du Bénin a démarré et la programmation artistique est extrêmement alléchante. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? La star ivoirienne du gospel, KS Bloom, ouvre le bal ce 22 février au Palais des Congrès de Cotonou. Dis la famille, à toute ma grande famille du Bénin, je vous donne rendez-vous ce 22 février. Retrouvez-moi en live sur la grande scène du FINAP. Et ce 23 février, c'est un digne fils du Bénin, Didi Awadi, dont le père était béninois, qui viendra communier avec ses frères et sœurs. La superstar Serge Beno se produira également pour le plaisir de ses fans. Et seront également sur scène de nombreux talents béninois et sur tout l'espace du festival, comme chaque année, toutes les formes d'art. Ne manquez pas la 3e édition du FINAB, c'est jusqu'au 2 mars au Palais des Congrès de Cotonou. Excellent, merci Edwige. Comme à ton habitude, tu nous ouvres ton agenda, tu nous mets sur les bons plans de la semaine. Donc, toujours un Pass Culture bien garni, des lieux et des moments à ne pas louper dans Cotonou. Vous avez compris, prenez vos agendas à chaque fois qu'elle apparaît. Tout de suite, c'est le moment d'entrer pour nous dans les loges VIP, s'il vous plaît. Georgiana, Samuel, rebonsoir. Bonsoir. Content d'être avec vous. On va se préparer tout de suite à découvrir des recettes de Georgiana, si tu le permets. Je sais pas si on pourra les refaire, mais en tout cas, on va s'en inspirer pour essayer de s'en approcher. Donc, tout de suite, un extrait de la chef étoilée Georgiana View, s'il vous plaît. Ça nous a bien mis l'eau à la bouche, hein, Georgiana, mais on est curieux de savoir, on se pose des questions parce que tu pratiques majoritairement en Occident, précisément en France, mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'utilisation des produits locaux du Bénin ou d'ailleurs d'Afrique? Alors déjà, j'aimerais préciser que si j'ai bonne mémoire, c'est ma toute première télé depuis très très longtemps au Bénin. Donc ça me fait tout drôle. Quel privilège! Eh ben, on est vraiment fiers que tu sois sur ce plateau pour ce retour en télé béninoise. En tout cas, tu es ici chez toi, sache-le. C'est gentil. Et donc, sur l'utilisation des produits, en fait, quand j'ai fait ma reconversion il y a une quinzaine d'années, j'ai d'abord voulu, étant autodidacte, n'ayant pas
mon format familial à l'époque, j'avais des enfants en bas âge, etc. Ne m'a pas permis de pouvoir faire une école. Enfin, je trouvais que c'était trop compliqué. J'en avais 3 en bas âge. Aller faire une école, tout ça, c'était compliqué. Donc, j'ai appris un peu par mes propres moyens, par des bouquins, en faisant des stages, des expériences dans différents restaurants. Et donc, au début, je me suis dit, voilà, pendant 10 ans, je vais m'atteler à reproduire, en fait, la cuisine française, plus particulièrement la cuisine provençale, parce que j'habitais déjà à Marseille à cette époque-là. Et si 10 ans après, je suis toujours dans le domaine, eh bien, à ce moment-là, je mettrai un peu plus de moi, c'est-à-dire de mes origines, dans ce que je fais. Et c'est vrai que ce moment-là a coïncidé avec ce moment qu'on sait tous où, en tout cas en Occident, en France en tout cas, les projecteurs sont vraiment braqués sur l'Afrique pour X raisons, dans l'art, dans la musique, et aussi au niveau de la gastronomie, que ce soit pour des questions, tout ce qui touche aux allergies, aux intolérances. Donc l'Occident s'intéresse aussi à certains produits que nous, on mange déjà chez nous depuis très longtemps et qui nous permettent d'être en bonne santé. Pardonne-moi de te couper, mais le côté bio n'est pas une nouveauté en Afrique. C'est un art de vivre. Il est important et au-delà du bio, c'est même l'agriculture raisonnée tout court, quoi. Et des produits qui vont être très bénéfiques, pas allergènes, et en même temps nécessiter peu d'eau. Enfin voilà, écologiquement, au niveau de la santé, c'est très bien. Donc tout ça arrive en même temps et je me dis, bon ben tant mieux, le timing est bon. Moi, ça coïncide avec le moment où je me suis dit que j'allais rajouter un peu de moi dans ma cuisine. Et puis en plus, tout le monde c'est un peu plus audible pour les gens parce que justement, il y a cette mise en lumière du continent. Et donc, l'idée, c'est de prendre des produits que je vais trouver. C'est pas de prendre l'avion tous les 4 matins pour aller chercher des choses, mais et de les adapter à la cuisine que je fais. Tu as commencé par quoi? Qu'est-ce que tu as ramené en premier dans ta cuisine française? L'huile de palme? Oui, parce que l'huile de palme, ben voilà. Comme elle est décriée à juste titre parce qu'elle est raffinée, utilisée dans l'agroalimentaire, du coup ça devient quelque chose de toxique, enfin, de pas du tout bon pour la santé, ce qu'on va retrouver dans les pâtes à tartiner industrielles. Alors que nous, c'est le Kona, c'est de la bonne, si je peux me permettre. Et en plus, on n'a pas ce problème de déforestation qu'il y a eu, je crois, majoritairement en Afrique, en Amérique du Sud, pour pouvoir fournir toutes ces industries exactement agroalimentaires. Donc, moi, je prends du bonzomi et puis j'en mets dans mes valises et je vais en mettre des petites touches. Attention, comme je dis, c'est pas parce qu'on met de la sauce soja dans sa cuisine ou dans une vinaigrette qu'on fait de la cuisine japonaise. Donc, je ne fais pas de la cuisine béninoise là-bas, mais en tout cas, je fais découvrir des produits. Après, il y a eu aussi le gombo, parce qu'en plus, maintenant, il y a des gens qui en cultivent en France. Des règlements climatiques obligent, je pense. Et puis le hafiti aussi, que j'utilise pas mal. Excellent. Et puis le gari, on fait voilà, 2-3 ingrédients comme ça que j'apporte et que j'utilise pour me pimper. Alors, Georgiana, une question, Brigitte. Hein. Bien sûr. Tu as nommé beaucoup d'ingrédients. Quand tu dois repartir comme ça fait quoi? Un total de combien de kilos dans tes bagages? Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça. On trouve tout. Ben, parce qu'on trouve presque tout, mais surtout récemment, il y a une dame qui fait du wangashi dans le centre de la France. Ah. Donc, elle a trouvé... Génial. Génial. Vraiment. Elle a trouvé le moyen de réaliser la présure, c'est-à-dire, vous savez, il y a cette plante, la plante du pommier de Sodome, qui permet d'avoir la présure et de donc faire coaguler entre guillemets, le lait pour avoir le fromage. Et donc, elle a réussi ça et elle le commercialise. Donc déjà, ça, je n'ai pas besoin de mettre dans mes bagages. Souvent, ce que je ramène, c'est une bonne bouteille de Solabi et puis l'huile de palme. Je te vois. Je te vois. Elle aime les bonnes choses. Je te vois, franchement, de très bonnes sources. Voilà. Non, mais c'est génial. Samuel, tu prépares un petit peu? Il a pris la vérité. La vérité, hein, tout le monde sait dans mon entourage que moi, j'aime manger. Bon. Un T'aimes meilleur pas mangeur. visiter la cuisine? Rarement. Bon, si j'y vais, c'est pour chauffer l'eau. Et pas pour faire la vaisselle? Oui, aussi, bon. Ah, ça va. Voilà. Pour chauffer l'eau? Oui. Samuel. La liste à marier, là, c'est... oui. Elle est légère, hein? Oui. Je disais à ma soeur, un jour, si tu apprends que je veux me marier et que celle que je dois épouser ne s'est pas préparée, appelle-moi, il faut me prier pour moi. On va aussi prier pour vous, alors. Georgiana, on a Samuel, un jeune qui se lance aussi. J'aimerais que tu puisses nous donner un conseil, et pas que pour les personnes qui se lancent dans le secteur de la cuisine, un conseil que tu donnerais à ces jeunes qui veulent se lancer. Quelles sont les barrières à briser que tu as su briser pour te développer, t'émanciper? Tu es autodidacte, donc ce qui veut dire qu'à la base, on n'y aurait peut-être pas cru, mais voilà qu'aujourd'hui,
tu t'assois à côté de grandes personnes. Quel conseil tu donnes à tous ces jeunes qui sont sur le plateau aujourd'hui, qui sont avec nous? Quel est le message que tu pourrais faire passer? Alors, on me pose souvent la question, et au début, enfin, il y a quelques années, je me disais qu'est-ce que je peux bien répondre et tout ça. Et l'expérience aidant, je crois que une des choses, et qui va être valable donc dans tous les domaines, l'idée c'est pas d'être forcément cuisinier ou quoi que ce soit, c'est d'abord les bases. À un moment donné, quoi qu'on veuille faire, il faut aller chercher la formation, d'accord? Ou en tout cas l'information. Si on n'a pas les moyens d'accéder à la formation de manière classique, comme j'expliquais tout à l'heure, moi quand j'ai décidé de faire une reconversion, parce que je faisais des études de langue, et puis j'ai dû changer, et au moment où j'ai décidé de me lancer en cuisine, je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire la formation. Mais ma situation personnelle faisait que, pour des raisons personnelles, donc familiales, et puis aussi parce que c'était très onéreux, j'ai trouvé une autre solution pour aller chercher la formation, d'accord? Donc la formation, par n'importe quel moyen possible. Une fois qu'on a la formation, une fois qu'on a les bases, eh bien après, il faut l'expérience. Et l'expérience, c'est la pratique. Donc, chercher à faire des stages, aller voir ce que font les autres, se nourrir en fait, se nourrir. Théorie, pratique. Une fois qu'on a ça, on va exercer. Il y a une phrase qui dit la fonction crée l'organe. Eh bien, dans tous les métiers, c'est pareil, c'est à force de pratiquer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Donc, il ne faut pas être trop pressé, il faut prendre son temps, pas trop. Enfin, il faut trouver l'équilibre, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Aujourd'hui, on est dans une société où les réseaux sociaux aidant, attention, c'est bien les réseaux sociaux, mais il y a aussi l'envers du décor où on se dit, ah, il a 1 million de followers, il gagne sa vie, moi aussi je vais faire des vidéos. Enfin, ça va pas toujours. Mais derrière, vite, même pour les personnes réalité. qui font des vidéos, déjà, c'est pas tous ceux qui font des vidéos qui gagnent beaucoup d'argent, mais Tout c'est surtout rose, beaucoup de temps à poser la caméra, à choisir le sujet, à s'habiller. Enfin, c'est un métier, c'est un métier donc, aussi. quoi qu'on choisisse comme activité, il faut la formation, la pratique, l'expérience, et puis après, une fois qu'on a acquis un peu tout ça, on peut commencer à mettre au service de ce savoir-faire sa créativité, son art, sa vision. De l'entraînement, de l'exercice. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'on va passer encore un cap. Alors, moi j'ai envie... Merci, Georgiana. Je disais justement, dans le parcours en fait que vous avez eu à décrire brièvement, le facteur temps est très important et vous êtes revenu là-dessus. Vous vous êtes dit, OK, je vais faire ceci pendant 10 ans. Et si après 10 ans, je suis encore dans le domaine, je vais rajouter, je vais affiner mes compétences, je vais rajouter un peu de moi, de ma personnalité. Et c'est ce qui manque aujourd'hui aussi. Parce que je trouve que 10 ans, c'est le minimum, en fait, pour dire, OK, j'ai commencé à avoir quelques bases. Moi, je n'ai pas fini d'apprendre, en fait. 10 ans, c'est très court. Il faut se projeter, en fait. Il faut se projeter. De toutes les façons, enfin, moi, je fonctionne comme ça. Si je ne me donne pas des objectifs, ben, j'avance pas, en fait. Si ce n'est pas pourquoi tu te lèves le matin, je pense que tu restes dans ton lit un bon moment. Alors que quand tu sais que tu as ça et ça à faire avant la fin de la journée, tu bouges. Ben, tu y vas, quoi. Ah oui, voilà. Merci beaucoup pour ce beau conseil. J'espère que ça passé, hein. D'ailleurs, ça me pousse à rebondir sur Samuel. Samuel, toi, comment tu t'es formé pour arriver justement au développement de cet art? Tu es né avec, comment tu t'entraînes tous les jours pour devenir chaque jour la meilleure version de toi-même? Donne-nous le secret aujourd'hui. Né avec, je ne dirais pas ça. D'accord. Mais j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas un génie et je n'ai pas de talent. Mais je dois travailler. Donc tout à l'heure, quand Madame Georgiana était en train de parler, elle a dit qu'elle était autodidacte et qu'elle a pris du temps pour apprendre. Et après, il y a eu la pratique, il y a eu aussi maintenant l'expérience. Le début n'est jamais facile. Déjà, j'ai commencé courant 2019-2020, au temps de la Covid. Et on m'a envoyé à l'université pour étudier. Ce n'est pas pour faire ça. Mais depuis le secondaire, déjà, j'aimais ça. Mais comment faire? Je voyais les gens venir et pour la majorité des gens, du peuple aussi, c'est qu'ils viennent devant seulement, ils ne commencent pas à improviser. Erreur. Quand j'ai commencé ça, j'ai appris qu'il faut écrire le test. C'est ça. Et quand on a construire. commencé, oui, et quand on a commencé là en 2019, courant 2019-2020, j'ai pu rencontrer des personnes, des amis, des camarades de moi qui étaient aussi passionnés de la chose, du stand-up, et on s'est lancé. Et sur le chemin, on a rencontré Sam le Terrible, qui nous a aidés. Il y a aussi Eliphaz, qui nous a formés. Donc, c'est de là qu'on a pu avoir les bases. Mais il y a eu beaucoup de pratiques. Puisque tu écris un test de peut-être 10 pages,
on retient une seule ligne, et même la seule ligne qui est gardée, il faut reconstruire ça aussi. Tu te dis, finalement, parce que ce truc, c'est pour moi. Et comme Madame Georgiana vient de le dire, la vaisselle. Merci Samuel. Après 10 ans, on se demande aussi, si après 10 ans, je suis là, bon, nous on se dit, si après 5 ans, mais 6 ans, nous sommes là, on va continuer. Mais si après, on n'est pas là, on va laisser. Et je pense que tout à l'heure, dans son intervention, elle vient de me redonner du courage et à moi et à mes amis, je suis sûr qu'ils me regardent aussi, de poursuivre l'aventure. Alors, Samuel, tu as cité quelques noms, notamment Eliphaz, qui est le chef de la GON. Oui. Est-ce qu'à part lui, il y a eu des figures qui, à un moment donné, ou des expériences qui, à un moment donné, ont inspiré ton parcours? Là, forcément, puisque sur chaque projet, il y a des personnes qu'on met devant. Et si on est amené à collaborer avec ces personnes, il faudrait travailler avec ces personnes. J'ai croisé la route de Pacheco, j'ai eu à croiser aussi la route de Chromosome. Et aussi, j'ai travaillé avec beaucoup de mes collègues. Bon, on parle de la jeune génération. Figure, Caribadi, Amou, Belrondo. Toutes ces personnes-là m'ont permis de savoir quel style d'humour je peux faire. Puisqu'on n'a pas nous tous, on n'a pas le même style. C'est quel style déjà? Bon, là, tout à l'heure, on verra. Ah, d'accord. D'accord, on reste là. Samuel, qu'est-ce que vous attendez que le public retienne de votre travail ou de votre art? Déjà, le titre du spectacle, c'est Règlement de compte. Ah, d'accord. J'ai vu RC, je me dis, mais c'est RC, c'est... Ouais. Pourquoi Règlement de compte? Déjà, quand on vient dans la vie, on n'a pas forcément les cartes que l'on veut. C'est les cartes que la vie nous distribue, qu'on prend, et puis on doit réutiliser ces cartes-là. Maintenant, tu ne peux pas prendre la vie et dire, bon, ce que tu m'as fait, j'aime pas ça. Mais l'occasion pour nous, artistes, de parler de ça, de prendre nos vécus et de conseiller aussi bien, de parler à nos amis aussi qui sont peut-être dans la même situation, c'est à travers notre art. Donc, règlement de compte, je règle mes comptes avec la vie. Avec la vie, ah d'accord. Ok, tout simplement. Donc la vie est à la barre. Oui. Et dans la vie, il y a certaines personnes qui interviennent, surtout les S. Elles sont importantes. Les femmes claires. Ah, ça sent... Les femmes, les femmes claires. Ça sent le goumin, ça sent le goumin. Oui, mais pardon. Il a eu mal. Non, pendant qu'on y est, je disais... Pendant qu'on y est, petite curiosité... Je crois que je suis dans la catégorie femme claire. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait, mais attention, je serai là pour les défendre. Ils ne sont pas visés. Je disais, bon, il y a un de mes amis maintenant qui m'appelle docteur. J'ai dit oui, je mérite ce titre parce que 7 ans de relation, ça n'a rien donné. Au moins, je suis docteur. C'est important. Elle est pas mal, elle est pas mal. De longues études, hein, de longues études. Oui, alors, oui, je maîtrise à peu près toutes les facettes de la situation. De longues études. S'il y a des gens qui ont vécu un gourmet, passez chez moi, je peux vous aider. Waouh. Il perd pas le nord, hein, il est très focus. Focus, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Chef Georgiana, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, c'est ton premier plateau depuis de longues années au Bénin. Qu'est-ce qui t'a ramené là au Bénin? Dis-nous tout pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je sais. Mais j'ai envie qu'on en parle parce que je suis et on est très et trop fiers. Là, les images que vous avez vues, c'est des images qui ont été tournées en France par un super photographe qui s'appelle Maki Manoukian. Et c'était dans 2 cuisines différentes. Il y avait les images à Rouge, là où j'avais la veste, c'est le restaurant dans lequel j'officie. À Nîmes, dans le sud. Et puis, il y avait les images un peu plus décontractées, avec d'ailleurs un plat un peu plus bistronomique. C'est comment on appelle ça, une résidence que j'avais faite à Paris. Et ce qui m'emmène à Cotonou aujourd'hui, c'est la signature de la carte d'un restaurant qui se situe au premier étage du Sofitel. Donc, j'aimerais remettre un peu les choses en place. Je ne suis pas la chef du Sofitel. Voilà. Il y a un chef qui s'appelle Raphaël Kinimo d'ailleurs. Il y a un chef qu'on salue, qui est incroyable, qui est le chef exécutif donc, de cet hôtel 5 étoiles. Et il y a un restaurant qui a été construit, aménagé au premier étage, et dont moi, j'ai la charge de construire les plats. Voilà. Donc, le menu va changer régulièrement. L'idée, c'est de venir à chaque changement de carte et de pouvoir former les équipes. Donc, l'ouverture s'est faite mi-décembre.
Je remercie déjà toutes les personnes qui sont venues nous voir. Les débuts étaient un peu compliqués. C'est toujours le cas, hein, quel que soit l'endroit. Mais je peux vous dire que plusieurs semaines après, plus d'un mois d'ouverture, eh bien, non seulement l'énergie des équipes, elle est incroyable, l'envie est là, et je dois l'avouer, très agréablement surprise par leur qualité d'absorption, en fait. Voilà. On a encore beaucoup de chemin, mais c'est de très bon augure pour la suite. Et je suis ultra fière. Si j'ai 2 secondes, je les cite tous. Donc, il y a Naomi, qui, elle, nous vient de Belgique, qui est moitié congolaise. Mais après, toute l'équipe est béninoise. Donc, il y a Ambroise, on parle des talents, donc tu peux en nommer quelques-uns, bien sûr, ils ont leur place. Ambroise, François, c'est l'occasion de leur rendre... Damas, qui est sourd-muet et qui est incroyable. Pas parce qu'il est sourd-muet, mais parce que, voilà, malgré son handicap, il s'intègre vraiment bien à l'équipe. Ferrandini, j'ai dit François, voilà. Ézéchiel. On va les applaudir, pourquoi pas. Bravo à toute cette équipe incroyable qui t'accompagne. Il y a Edwige. Non, et puis surtout, attendez. Elle pose un CV, là, on dirait. Ouais. Mais j'en ai déjà une, elle est incroyable. Donc ça, c'est la petite équipe du restaurant qui s'appelle L'Ami, qui est aujourd'hui une brasserie chic. Donc, c'est une cuisine française avec des produits locaux. Aujourd'hui, on va dire qu'on est à 70-30%. 30% de produits importés, notamment la viande rouge et la viande de cochon. Et puis de temps en temps, un peu de caviar, des choses comme ça. On se fait plaisir. Mais l'idée, c'est tout doucement d'emmener nos artisans locaux. En gros, il y a quand même des normes à respecter quand on a un restaurant, la chaîne du froid, etc., etc. Donc, une fois que tout ça, on pourra le mettre en place avec des agriculteurs, des éleveurs, etc., peut-être que d'ici 1 an ou 2, on pourra manger à l'Ami une carte de cuisine française, mais avec des produits 100% locaux, qui sait. Et ça, justement, ils sont facilement sourçables, ces fournisseurs dont tu aimerais, ils sont facilement Alors, il y en a quelques-uns. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font des choses incroyables au Bénin. Moi-même, ça faisait quelques années que je rentrais plus beaucoup. Et cet été, dans l'idée d'ouvrir ce restaurant, j'ai commencé à regarder un peu, à questionner, à chercher. Et il y a vraiment plein, je vais pas en nommer, comme ça, je ne fais pas de jaloux. Mais en termes de maraîchage, en termes de plantes aromatiques, en termes de... Même, il y a une femme qui est bouchère, mais qui élève aussi certaines bêtes. Elle fait de la volaille, de l'agneau déjà, etc., etc. Enfin, c'est incroyable ce que les gens font. Et c'est vraiment de très bonne qualité. Donc, moi, je suis très confiante. C'est pas genre, on va venir leur apprendre, quoi. Ils savent déjà. Il y a déjà les compétences. Donc, c'est juste après quelques réglages, quelques cadrages, et ça va être génial. Non, mais c'est super. Moi j'ai une préoccupation, Brigitte, si tu le permets. Alors, Georgiana, la cuisine, en général, ça raconte une histoire, c'est une culture. Quels sont les plats ou recettes qui te semblent des plus emblématiques de ton identité, et surtout pourquoi? Alors, moi, je n'aime pas trop les étiquettes. J'aime pas qu'on me mette dans une case. Je rentre pas déjà dans les cases. Voilà. Non, mais je vais quand même essayer de répondre à la question. C'est des moments. Ok. D'accord? Même l'utilisation des produits, c'est des moments. Il y a des périodes où je vais utiliser beaucoup de gingembre. Il y a des périodes où je vais utiliser beaucoup de citron, beaucoup de vinaigre, en plus des légumes, de la viande, du poisson, etc. Une fois qu'on a dit ça, ce qui reste quand même un fil rouge 15 ans après maintenant, c'est que j'aime beaucoup la fraîcheur. Je vais utiliser beaucoup d'herbes, les agrumes, j'en ai parlé déjà spontanément. Et après, ces 4 dernières années, on va dire que c'est là où mon trait s'est vraiment affiné. Okay. C'est là où j'étais moins dans la reproduction, mais plus dans, entre guillemets, la création. Et donc, pour citer un plat, ou plusieurs plats, je vais commencer par un, c'est le rouget. C'est un rouget qu'on faisait il y a 1 an ou 2. C'est un poisson qui est d'une couleur un peu orangée, d'où son nom d'ailleurs, je crois, et très réputé en Méditerranée, notamment à Marseille. Et à Marseille, souvent, on le passe dans la farine, on le fait frire, entre autres, d'accord, quand ils sont petits. Et là, nous, on a décidé de le farcir. Donc, on a enlevé l'arête centrale, et j'ai fait un mélange avec du boudin et de la fiti, de la menthe, un peu de piment, et on farcit le poisson avec ça, d'accord? Et ça, c'est servi avec aloco, et un jus de poisson qu'on fait avec les têtes du poisson. Ça, c'est un plat qui me raconte bien pourquoi. Parce que déjà, on utilise tout le produit. Le poisson, on l'utilise, on le farcit. La tête, les arêtes, on les utilise pour faire la sauce.
Il y a une garniture, bon, ben, très bien. Afiti, Cotonou. Aloko, Afrique subsaharienne. Afrique, oui. Et après, il y a une écume de céleri branche pour venir nettoyer le palais parce que ça donne un plat quand même qui est très goûtu. Le poisson, il est déjà très goûtu. Affinity, tout ça là. Donc, il vient nettoyer le palais. Et le céleri branche, c'est quand même quelque chose qui est très du sud. Quand on fait les enchoyades, etc. Voilà. Donc ça, c'est un plat qui me raconte vraiment. C'est une assiette qui a du goût, qui a du peps, un tout petit peu relevé, mais avec une touche de fraîcheur et qui rassemble en son sein des produits de mon enfance et de ma terre d'adoption. Ça donne envie. Ça donne envie de donc partir avec elle. Le rendez-vous est pris, les amis. Je pense qu'il faut qu'on... Non, ça donne envie de partir avec elle, Brigitte. Ah là là. Carrément. Mais attention, je ne prépare pas la On va déjà commencer par manger. Ah non, mais attends, mais ça c'est intéressant. Parce qu'on se dit, quand on a une maman qui est chef étoilé, c'est qu'on mange de bons petits plats à la maison. Ah non, mes enfants mangent bien. Oui, on mange bien à la maison, mais on ne fait pas pareil. Enfin, pas avec le même entrain. Non, l'entrée est le même. Franchement, moi, je me régale tout le temps à faire à manger. Là, vous voyez, je prends autant de plaisir à faire des côtelettes d'agneau qu'à faire un homard rôti au beurre, etc. À la maison, je me régale à faire à manger à mes enfants, à mes amis, etc. Bon, maintenant, les enfants sont grands, il y en a beaucoup qui sont partis. Enfin, quand je dis ça, j'en ai 10, mais j'en ai 3. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais je veux dire, déjà, on n'a pas le même matériel à la maison. Et moi, je suis comme tout le monde à la maison. J'ai une casserole, une poêle, une cuillère, une écumoire. J'ai deux, trois choses, forcément, parce que c'est mon métier. Mais l'idée, c'est d'aller à l'essentiel, quoi, vite à l'essentiel. Au boulot, on va y passer des heures et des heures et des heures. Il y a des préparations qu'on fait en amont. Enfin, parce qu'il y a des process qui sont forcément différents dans une parce qu'on va vouloir donner une forme, un truc, etc. Alors qu'à la maison, si tu veux faire une souris d'agneau, tu prends l'agneau, tu le mets dans une casserole, tu remplis d'eau, tu mets les légumes, tu attends 4 heures, pendant ce temps, tu fais... Voilà. Et c'est réglé, on mange, on est content. Mais la rigueur, l'envie, l'entrain, tout ça, c'est le même. C'est juste qu'on y met moins de complications, quoi, je dirais. Voilà. Alors, pourquoi c'est à chaque fois, il faut que ce soit toi qui manges, par exemple, le bout d'agneau en premier, alors qu'il y a Edwige qui se manifeste? C'est bon, c'est que Edwige, elle est un peu timide. Là, sur le plateau, elle n'est pas timide, mais quand elle est en cuisine, elle est timide. Alors moi, voilà, tu fais le job à sa place. Tu te lances et t'as bien raison. Déjà qu'elle n'est pas comme Samuel Sabin. Pourquoi? C'est important. Elle est timide. Comme moi, je suis à la cuisine, c'est autre chose. Ah oui. Excellent, excellent. En tout cas, merci Georgiana de nous avoir ouvert ton cœur, ouvert ta cuisine, de nous avoir donné envie de venir ou de revenir te rencontrer dans ce restaurant qui est l'Ami. N'est-ce pas Samuel? Le rendez-vous est pris? Oui. Ok. Nous allons tout de suite regarder un extrait de Ni chaîne ni maître de Simon Monteiro, s'il vous plaît. Les Malgaches, eux, ne cherchent jamais à s'enfuir. C'est vous, les Wolofs, qui me forcez à agir comme ça. Si c'est Rondi, il aura la troisième règle. Ce code, c'est la loi. Il n'y a jamais eu d'exécution sur cette terre. Faites en sorte que ça n'arrive jamais. Bonsoir Simon, on est content de te retrouver en duplex sur le plateau de Guichet Fermé. J'en profite donc pour te poser une question qui va intéresser, je pense, tout le monde autour de moi. Qu'est-ce qui t'a inspiré à réaliser le film Ni chaîne ni maître? Mais surtout, j'aimerais profondément savoir, est-ce que c'est venu d'une expérience personnelle, d'un vécu, d'un sentiment un peu plus profond? Dis-nous tout, s'il te plaît. Bonsoir Brigitte. Pour être honnête, il n'y a qu'un seul sentiment qui m'a inspiré, qui m'a guidé, c'est la fierté. La fierté que je ressens en pensant à ces hommes et à ces femmes au temps de l'esclavage qui se sont enfuis des plantations, qui ont brisé leurs chaînes et qui ont affronté l'ordre colonial. C'est extrêmement puissant. On les appelait les marrons, les marronnes, et mon objectif avec ce film, c'était de leur ériger une statue et que le monde entier puisse la voir, puisque leur courage
nous inspire au présent énormément. Alors Simon, à travers ce film, quel est ce message-là, message principal, que tu souhaites faire passer auprès du public, Simon? Le fait que quand on est confronté à une oppression, il est toujours possible de dire non. Pour moi, c'est ça la leçon que ces hommes et ces femmes nous envoient à travers les siècles. C'est que il est toujours possible de résister, de se rebeller, de s'organiser pour conquérir, pour les siens et pour soi-même, un espace de liberté, un espace d'émancipation. Et il y a quelque chose qui est le corollaire de ça, c'est l'amour de soi, l'amour de nous-mêmes. Dans ce film, j'ai voulu montrer la beauté de nos visages, la beauté de nos langues. Dans le film, on peut entendre du Wolof, mais aussi un peu de Bambara, de Yoruba, de Moré, de Malgache. La beauté de nos spiritualités qui ont été tellement caricaturées par Hollywood. Ces religions animistes africaines, dans le film l'animisme Wolof, mais je pense évidemment au vaudou, qui sont puissantes, qui sont magnifiques, qui prônent une harmonie entre l'homme et la nature. Et à l'heure où une certaine humanité détruit la nature, je pense que ces religions ont énormément à apporter à l'humain et peuvent le réconcilier avec la nature, à travers les esprits. Donc, oui, courage, fierté, amour de soi, c'était vraiment les messages que je voulais faire passer à travers le film. Alors moi, ma question pour toi, Simon, c'est dans une époque marquée par des luttes pour la liberté, pensez-vous que le cinéma reste un outil puissant pour éveiller les consciences? Je pense même que c'est l'outil le plus puissant. C'est l'art le plus populaire de notre époque. Avec un film, on va toucher beaucoup plus de monde qu'avec une pièce de théâtre ou avec un livre. Et moi, je crois très très fortement à la magie du cinéma. Je pense qu'on passe 1h30, 2 heures dans une salle, notre rétine est frappée, notre cœur est frappé, notre conscience est touchée, et quand on sort de la salle, on est un peu changé, si le film était bon. Et ça, c'est très très précieux. Je pense qu'on vit dans une époque où il y a des tentatives politiques pour réécrire l'histoire, voire pour effacer l'histoire. Donc il faut qu'on se tienne prêt pour cette bataille pour le narratif. Et je pense que le cinéma, il a son rôle à jouer. L'art a son rôle à jouer. Donc, oui, résistons par la culture avant tout. Et il se trouve que dans nos pays, et je pense évidemment au Bénin, comme vous le savez, j'étais là pour les Vodou Days, on a tout ce qu'il faut dans notre cosmogonie, dans notre spiritualité, pour être extrêmement puissant et puissante. Et je voulais mettre cette puissance dans le cœur du film. Eh bien, Simon, merci beaucoup pour ta disponibilité. J'invite donc tous les téléspectateurs et nos invités sur ce plateau à aller voir s'ils ne l'ont pas encore fait, Ni chaîne, ni maître. C'est un film culte qui mérite d'être vu. Merci à vous et longue vie à guichet fermé. J'ai hâte de suivre les prochaines émissions. Très très bien, à bientôt. Le Bénin, notre trésor caché. Et comme chaque semaine, Charles Andy nous emmène à la découverte de ceci à travers les scènes du Bénin. Ah ça, merci beaucoup pour la chaleur et l'énergie. Chère Brigitte, Edwige, téléspectateurs, bah, écoutez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous emmener loin de Cotonou. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous emmener dans le Mono, déjà, le département du Mono. Nous partons pour 80 km de Cotonou, mais en même temps, c'est la distance qui sépare à partir de ce point-là, de cette ville-là, eh bien, Grand Popo, pour nommer la ville déjà, c'est lâché, voilà. Et Lomé, la capitale du Togo. Alors, c'est une cité balnéaire, s'il vous plaît, qui a gagné en notoriété grâce à ses plages de sable, à son patrimoine
coloniale, mais également grâce à ces cérémonies vaudou. Grand Popo, c'est une destination de choix pour tous les amateurs de sport en voile, ainsi que pour les passionnés du milieu exotique. Alors, Grand Popo, ses atouts, ses immanquables, c'est dans Seine du Bénin, et c'est maintenant qu'il faut partir et ensemble. Au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono, se dresse Grand Popo, un paradis touristique. Avec ses plages infinies et ses villages lacustres, cette cité balnéaire offre une immersion dans l'âme du pays. Ses habitants, principalement issus des groupes ethniques Hula, Huela et Guin, sont profondément attachés à leur patrimoine culturel. Une fierté manifestée à travers la célébration annuelle de la Novicha, une fête qui renforce les liens communautaires et qui les passionne. C'est cette même passion qui anime Anselme Bidi, enseignant et directeur de l'école primaire et publique de Grand Popo. L'école, l'une des premières du Bénin, incarne une part essentielle de l'histoire éducative du pays. Si Anselme est fier de porter l'héritage éducatif de sa ville natale, il l'est tout autant de sa richesse naturelle. À Grand Popo, la mer abrite une biodiversité exceptionnelle, dont les tortues marines. Chaque année, elles reviennent sur les plages pour perpétuer leur cycle de vie. Grâce aux bénévoles de l'association Le Refuge des Tortues, elles bénéficient d'une surveillance constante et de soins adaptés. Anselme s'y rend une fois par semaine pour faire des dons et soutenir l'association. Alors, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. On peut y aller? Oui, on peut y aller. Il y a une équipe d'éco-gardes et leur mission c'est de les protéger, récupérer les œufs, faire l'incubation, tout et tout, et puis après libérer les bébés tortues. Et ça, souvent, ça donne lieu à de jolis spectacles. Quand on voit les bébés se diriger naturellement par instinct vers la mer après l'éclosion des œufs ici. Mais les tortues marines ne sont pas les seules à faire des plages de Grand Popo un lieu d'exception. Chaque jour, les pêcheurs donnent vie au rivage. Unis dans l'effort, ils tirent leurs filets au rythme des vagues. Oui. Le filet est déjà en haute mer, donc on est en train de tirer pour amener donc, le butin. Alors donc, ouais, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe qui donne quand même de la solidarité, de la complémentarité. Ça fait partie des spectacles qui donnent de la beauté à cette plage de Grand Popo qui est immense. Grand Popo est également un point de départ idéal pour des excursions sur le fleuve Mono. Le fleuve, long d'environ 467 à 530 km, est une voie d'eau majestueuse bordée de mangroves. Ces forêts amphibies jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité locale. Mais le plus beau spectacle reste l'embouchure du fleuve Mono, connu sous le nom de la Bouche du Roi. C'est à ce point que le fleuve achève son parcours et se jette dans l'océan Atlantique. Le paysage conserve toute sa splendeur grâce à un plan d'assainissement mis en place par le gouvernement. Il y a un programme du gouvernement qui a engagé des brigadiers sur tout le long du littoral, de Semepodi à Ilakondi. Donc chaque équipe a un segment de plage qu'il entretient. Grand Popo est bien plus qu'une simple ville côtière. C'est aussi un sanctuaire de culture, un berceau d'histoire et un joyau naturel. Son patrimoine et la passion de ses habitants, fiers et unis, en font une destination paradisiaque à préserver pour les générations futures. Super. Charles Andy, merci. Merci encore pour cette découverte et merci à notre magnifique équipe derrière qui nous ramène à chaque fois d'excellentes et de très belles images. Chers invités, quand on dit Grand Popo, ça résonne comment? Souvenir ou à découvrir? Pour moi, à découvrir. À découvrir? Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Qu'est-ce qu'on vous dit sur Grand Popo? Bon. Et pourquoi vous voulez découvrir? Dites-nous. Déjà,
comme j'aime manger, paraît-il que là-bas, ils font du bon dacouin. Donc, j'aimerais y aller pour découvrir ce mets. Et... Mais vous savez ce que c'est au moins? Vous avez une idée de ce que c'est? C'est de la viande, du poisson? Je sais que c'est du poisson. Avec... Georgina, oui, exactement. Je pense qu'il va devoir venir faire un stage dans tes cuisines. Ce que j'aime maintenant, c'est que mon équipe s'est agrandie. C'est vrai, il y a Amon, Belron, et chez Oma, il y a aussi Madame Georgina, puisque les artistes doivent bien manger ou rester. Je suis embauchée. Tant mieux, ça va dans les deux sens. Ça, c'est un bel accord. Georgina, et toi? Eh bien, un souvenir. Parce qu'en fait, j'ai une des petites sœurs de ma mère qui est mariée avec un natif de Grand Popo. Donc, on y allait quand même assez souvent pour les novicias, les choses comme ça, quand j'étais toute petite. Et puis, j'y suis retournée il y a 6-7 ans, quand j'ai commencé à penser à l'écriture d'un livre sur les recettes béninoises, du patrimoine culinaire béninois. Et donc, j'ai pu là-bas, avec des locaux, assister déjà à 2-3 représentations, mais surtout préparer un dacouin en direct live, quoi. Ils font aussi du très bon solabile. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Mais tu vas devoir nous faire goûter avec modération, n'est-ce pas? Vous qui êtes à la maison et cher public, l'abus d'alcool est dangereux à consommer avec modération. Mais le sodabi, c'est bon. Ah non, j'adore ça. Mais il y a toujours le petit mais quand même. Hein. C'est super. En tout cas, merci. Tout de suite, nous allons voyager avec Edwige et Georgiana. Merci de nous avoir ouvert tes coulisses. Donc, c'est un voyage dans accès privé. Edwige nous y emmène. D'accord. Accès privé, c'est un accès VIP forcément, parce que nous vous emmenons là où vous ne pouvez pas aller seul. Nous sommes dans les cuisines de la chef Georgiana Viou et je préfère vous laisser regarder. Salut, chère Georgiana. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Bienvenue dans notre cuisine. Merci de nous recevoir en accès privé. C'est normal, avec plaisir. C'est la première fois que vous venez dans une cuisine pro? Oui, exactement. C'est la toute première fois. Je sens que je vais en apprendre beaucoup ce soir. Alors, je ne suis pas sûre, mais après, ce que je peux vous dire, c'est que là, donc, nous, on a une toute petite, j'exagère. On a une belle cuisine quand même. Elle n'est pas si petite que ça. Et elle est organisée comme vous pouvez le voir en haut. Voilà. Donc ici, vous avez tout ce qui est garniture. Là, vous avez le poste des entrées là-bas, les desserts là-bas. Et puis ici, toutes les cuissons. Donc voilà, le poste. Je vais vous emmener vers le barbecue. D'accord. On va regarder la cuisson du mérou. D'accord. Donc Ézéchiel a déjà commencé la cuisson du mérou. Ok. Il a commencé à la poêle. D'accord. Et là, pardon Ézéchiel, on va juste la finir au barbecue. D'accord. Approchez, approchez. Ouais. Venez par là, n'avez pas peur. D'accord. Donc là, hop. Je mets un peu de thym, un peu d'ail. Avec la flamme, ça va donner un petit goût fumé. Alors ce qu'on fait même, on ferme un tout petit peu, Ézéchiel va me donner le couvercle. Et ça apporte un petit goût comme si c'était braisé, quoi. Ouais, voilà. Donc là, c'est que des produits d'ici. Et ça, le mérou, on le sert avec un gratin d'igname. De l'autre côté, comme je vous ai dit, ça c'est le coin des cuissons. Le gratin d'igname, on voit que là-bas, Ambroise, il est déjà en train de le remettre à température. Salut Ambroise. Voilà, Ambroise, il parle anglais chez nous. Oh. Et avec son assistante, non, c'est un binôme. J'essaye de faire deux personnes par poste. Par poste. Voilà, donc elle va préparer une laitue avec. Et on a une sauce dans laquelle on va mettre de la graine de courge. C'est ce que vous appelez la pistache, là. La pistache, oui. Goussi. Goussi. Voilà. Donc ça, la sauce, on l'a fait avec les arêtes de poisson. On fait un fumé. Et dans le fumé, on va venir mettre un peu de tomate et un peu de goussi. Donc c'est pas une sauce goussi, mais il y a quand même des produits d'ici. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, on prend des techniques françaises et on va les adapter aux produits d'ici pour emmener de nouvelles recettes. Ambroise, est-ce que je peux avoir le gratin, s'il vous plaît? Super. Donc là, Ambroise, il a remis le gratin à température. La salade, s'il vous plaît. La sauce, on chauffe? Non, on chauffe.
arrête de dire déjà, Ézéchiel. Donc là, c'est vous qui dressez comme vous voulez. Vous avez le gratin, vous avez la salade, vous avez le poisson et vous avez la sauce. Donc c'est vous qui mettez comme vous voulez, comme si vous étiez la chef. Parti. Donc je pense qu'on va mettre la pièce principale d'abord. D'accord. Mais c'est vous qui décidez, c'est vous, c'est votre assiette. Pièce principale, je fais ça. Mais là, je fais des maths, je me demande s'il faut poser. C'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave. D'accord. Et puis après, la salade grillée. Ok. Je me demande si je fais bien. Ok, donc là, par exemple, déposez où vous voulez. D'accord. Ok. Quand le plat il arrive comme ça, est-ce que vous vous dites waouh, c'est super? Non, c'est pas beau. Alors, donc, vous voyez, c'est pas si simple. Hein? Comment on va faire alors? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose comme ça? Un peu en décalé. Ça, personne ne mange l'ail. Même s'il est un peu grillé, il n'est pas cuit. Donc on va l'enlever. Ça, c'est trop grillé, pareil. On va pas pouvoir le manger. Donc on va le mettre à côté. Professionnel. Voilà. Là, la salade, on va la mettre comme ça. Elle a un peu pris chaud. On va la mettre comme ça. D'accord? Ça nous donne un tout petit peu de volume à l'assiette. D'accord? Et on se dit que le client, quand il est devant, vous êtes le client, vous êtes à table, et vous voyez l'assiette comme ça. C'est-à-dire comme ça, pour les téléspectateurs, ça veut dire l'assiette est comme ça. D'accord? Nous, on rajoute un tout petit peu de poudre d'olive noire. Donc, c'est des olives noires qu'on a fait sécher au four et après qu'on a mixé. Donc, vous pouvez mettre le doigt et goûter. Ça va amener un tout petit peu de force, un peu comme du sel. Parce que l'olive, ça a du goût quand même, hein, surtout l'olive noire. On va mettre la sauce dont on a parlé. Et là, vous allez dire service. Service. Non, là-bas, la salle. Alors, on recommence. D'accord. Vous êtes bien sérieux. Il faut que vous soyez sérieuse, d'accord? Sinon, le service, il ne vous prend pas au sérieux. D'accord. Esprit de chef. Voilà. D'accord. Je dis ça. Service. Ah, bonsoir Ariel. Ça part à la 14. Merci beaucoup. Merci. Et c'est parti. C'est passionnant ça. Bon, applaudissements. Un accès privé avec la chef Georgiana Viou et toute son équipe. Donc c'était accès privé sur un guichet fermé. Georgiana, un grand merci de nous avoir ouvert les portes aussi généreusement de ta cuisine, de nous avoir permis de rencontrer tes équipes, car on dit souvent que ce sont les petits clous qui tiennent les gros tableaux, et tu nous prouves encore que derrière toi, cette équipe fait ta fierté. Et voilà, la magie s'opère pas que quand le plat sort, elle s'opère à travers toute cette ligne de personnes et de process qui y participent. Merci, on a appris énormément de choses, merci. Et tout de suite, nous partons avec Charles Andy dans les coulisses de l'histoire. Les fameuses coulisses de l'histoire, nous y voilà. Alors, chers amis, vous qui nous suivez tous les samedis, eh bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des trésors culinaires de notre cher et beau pays, le Bénin. Je vais demander à la régie de nous faire ça, déjà. Et bien voilà, très bien. Alors, dans le public, hein, ça siffle. Oui, oui, j'ai compris. Tenez-vous tranquille pour en parler aujourd'hui. Je pense que j'ai pas de talk, j'ai pas mon tablier. Par contre, j'ai sur le plateau une chef étoilée, Georgiana Viou. Je pense que ça vaut mieux d'aller recueillir, eh bien, ces bénédictions. Mon Dieu, Bao. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah oui, oui, oui. Il demande pardon au cas où il rate. Non, il demande l'autorisation, mais si je peux me permettre, je ne sais pas si vous avez choisi le Ja exprès, mais c'est un des trésors aussi des 4 dernières années au restaurant, parce que j'ai fait goûter une fois et on ne peut plus l'enlever. Donc c'est la première chose que les gens mangent en arrivant au restaurant à Nîmes. Georgiana. Wow. Très bien. Wow. Donc là, c'est parfait.
Georgiana, je vais te proposer ma version du dja. Allez. C'est parti. Alors, chers téléspectateurs, le dja, ça, c'est ce que tout le monde connaît, notamment dans la partie méridionale, dans le centre du Bénin et un peu dans le nord du pays, d'accord? Donc, le dja, cette friture de tomates épicées qu'on surnomme parfois la sauce sèche, nous allons en parler. Si vous en avez déjà goûté, eh bien, préparez-vous tout simplement à une explosion de saveurs qui fera danser vos papilles. Pourquoi pas? Alors, pourquoi est-ce que le dja, il est incontournable ici dans notre pays et désormais chez Georgiana, n'est-ce pas? Parce que là-bas, ça se mange tous les jours pratiquement maintenant. D'abord parce qu'il est partout au Bénin et ailleurs, véhiculé justement par les enfants du Bénin, du atassi au riz, en passant par les pâtes, les macaronis, le pain, le haricot, le gari, et que sais-je encore. On peut faire ça. Eh bien, le dja accompagne tout. Charles, tu fais saliver même le public, là. On a déjà faim. Le dja, Brigitte, accompagne tout avec cette élégance épicée qui transforme un repas simple en un véritable festin. Mais ce n'est pas du tout une question de goût. Cette sauce rassemble à elle seule une petite armée de micronutriments et de minéraux bénéfiques, bien évidemment, pour notre santé. Femmes enceintes, enfants, personnes âgées ou malades, le dja est un allié de taille. Au Bénin, on dit souvent ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Lorsqu'une personne est malade, donnez-lui de la soupe, un repas contenant du piment ou une sauce, et bien voilà. Pourquoi est-ce que cette friture épicée, riche et savoureuse, est une véritable source d'énergie? Alors, adoptez le dja pour vos prochains repas et vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, que diriez-vous de tester ça tous ensemble lors d'une prochaine émission? Pourquoi? Et là, on veut compter sur Georgiana. Maintenant. Maintenant? Ah. T'as prévu? C'est bon, un autre grand poète. Georgiana, nous ici, c'est auto. Le dja, ce n'est pas une sauce, une simple sauce, c'est pas juste une sauce, c'est carrément une invitation à découvrir l'âme de notre cher et beau pays, le Bénin, une bouchée après l'autre. Alors, prêt à embarquer pour ce voyage, chers amis, voyage culinaire, cela s'entend. Je vous attends avec une bonne louche de dja pour accompagner vos plats préférés. Et surtout, ne l'oubliez pas, souvenez-vous, dans la vie, tout est meilleur avec une bonne dose de piquant avec le dja. Merci, super Charles-André, tu nous as vraiment mis l'eau à la bouche. Merci beaucoup. Tout le monde connaît, mais tu nous as donné envie d'y retourner encore. Rendez-vous juste après le générique de fin. Et voilà, mes chers amis, c'est déjà la fin de ce rendez-vous exceptionnel, votre fameux rendez-vous culturel hebdomadaire, guichet fermé. On se quitte déjà, c'était tellement agréable. Franchement. Merci Edwige, merci Charles-André. Tout un plaisir, toujours. Merci pour toujours nous surprendre et agrémenter notre agenda. Et Charles-André nous remémorer nos belles histoires. Surtout avec ce dja-là, tu nous as vraiment mis l'eau à la bouche. Je tiens aussi à remercier nos charmants invités ce soir. Oui. Georges, je vais commencer par Madame Georgiana. Merci pour ta présence, ta disponibilité et l'ouverture de tes cuisines dans ce palace-là. C'était exceptionnel, merci. Et surtout pour ces bénédictions pour mon dja. Ça fait peur. Hein. En tout cas, cher public, applaudissez-vous vous-même. C'est magnifique. On adore. Bravo.